des continuités qui sont des vraies fausses continuités. Les chrétiens vont beaucoup se repentir, qu'on pense à saint Augustin en train de pleurer dans le jardin de Milan, par exemple. Donc la contrition, c'est une grande attitude chrétienne. Et parfois, au contraire, réprimer leurs larmes, comme par exemple dans le martyre, parce que le martyre, c'est quelque chose qui doit être accepté et presque joyeux. Et donc cela, c'est ce qu'on trouve dans votre livre, Sarare, Les larmes de Rome, sous-titré Le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité, qui vient tout juste de paraître chez Anamosa et que je conseille à tous nos auditeurs pour pouvoir découvrir. On sait que l'histoire des sensibilités est en train de se développer de manière considérable dans le domaine de l'histoire et en particulier, on a découvert il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années le don des larmes au Moyen-Âge avec le très grand ouvrage de Pirosh Kanadj qui avait travaillé avec Jacques Le Goff sur cette question-là, mais vous nous introduisez à une nouvelle période historique justement dans ce domaine, à savoir la Rome antique et merci à vous. Au cœur de la marade, je serai ta pleureuse. Quand ça rigolera, je geindrai à cœur joie dans l'arène gauloise où le bateau s'agace. Ceux qui craignent de voir leur propre peine en face, je serai ta pleureuse. De ces dames ou en consolateur, si tu y trouves ton compte, j'inonderai ton cœur et que le bout de la nuit. Libellis, conservateur, homme politique, insoumis, arc, geek, souffri, paysan, Red Coast, Arc, pétroleuse, Soufri. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet. C'est l'heure de vous retrouver, Catherine de Coppet, pour votre chronique La fabrique de l'autre. Donc, bonjour. Bonjour. Votre chronique part toujours d'un mot qui désigne un groupe de gens et vous avez choisi aujourd'hui de vous intéresser aux Rohingyas, cette minorité musulmane au cœur d'une crise politique et humanitaire majeure aujourd'hui. J'aurais pu parler de pleureuse, mais ça sera sans doute pour une autre chronique. Alors, selon l'ONU, il serait aujourd'hui près de 380 000 à avoir quitté la Birmanie vers le Bangladesh pour fuir la répression orchestrée par l'armée birmane à leur encontre. Ce n'est pas la première fois que les Rohingyas font la une, puisqu'il y a à peine 4 ans, cette population avait déjà été contrainte à l'exil sous le coup d'une chasse à l'homme sans précédent, menée de façon organisée par des leaders nationalistes locaux, des moines bouddhistes extrémistes et le soutien du pouvoir central. Pour mieux comprendre cette crise, donc, il faut plonger dans l'histoire de cette population et de son nom, Rohingya. Le mot vient du bengali, il signifie Arakan et désigne une minorité musulmane qui vit dans cette région de l'Arakan. L'Arakan, c'est une zone côtière à l'ouest de la Birmanie, peuplée principalement par des bouddhistes. Mais il serait un peu rapide de résumer la question Rohingya à un conflit interreligieux. C'est un peu plus compliqué, car les bouddhistes de l'Arakan, qu'on appelle les Arakanais, n'ont jamais appartenu au groupe ethnique majoritaire de la Birmanie, bouddhiste également, les Bamars. Alors ce détail est important pour la genèse de ce groupe, donc les Rohingyas, Catherine. De fait, au XVIIIe siècle, la région de l'Arakan a été définitivement conquise par les royaumes birmans, en d'autres termes, par ces fameux Bamars. En raison de cette victoire, les relations entre Arakanais et Bamars n'ont jamais été simples. Une tension à laquelle contribue la position stratégique de l'Arakan, qui est une zone très riche en ressources naturelles. Passons maintenant à la présence musulmane dans la région. Les musulmans qui s'y sont installés venaient des empires indiens musulmans, avec lesquels il y a toujours eu beaucoup d'échanges. Et au XIXe siècle, la colonisation de la région par les Britanniques est venue intensifier cette présence musulmane avec l'arrivée de main-d'œuvre en provenance du Bengale voisin. Ainsi, au début du XXe siècle, les musulmans de l'Arakan se répartissent en deux groupes plus ou moins liés à leurs origines, les Kamans d'un côté et de l'autre les Bengalis, bien plus nombreux. Et ce sont ces Bengalis qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont devenir des Rohingyas. Alors j'insiste sur le fait que Bengali était le terme que ces musulmans utilisaient eux-mêmes pour se désigner au début du XXe siècle. Et selon le chercheur Martin Michalon, le premier usage du terme Rohingya date de 1936. Ah oui, c'est relativement récent. Voilà, mais il se popularise toujours chez ces mêmes musulmans seulement après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs raisons à cela. Pendant la guerre, Britanniques et Japonais se disputent la Birmanie, ce qui a polarisé la population de l'Arakan. Les musulmans se battaient du côté anglais, les bouddhistes du côté japonais.
Première opposition. Ensuite, avec l'indépendance de la Birmanie en 1948, les combattants musulmans de l'Arakan demandent leur rattachement au Pakistan oriental, le Bangladesh actuel. Cette demande ne sera pas honorée et cela conduit ces musulmans à se défendre comme groupe à part entière au sein de la Birmanie. Dès lors, c'est là qu'ils commencent à se désigner comme Rohingyas, une façon d'affirmer leur lien identitaire avec cette région de l'Arakan qu'ils habitent. L'arrivée des militaires au pouvoir en Birmanie en 1962 va signifier pour cette région de l'Arakan une montée des tensions entre communautés, car le pouvoir central veut imposer la domination de l'ethnie Bamar, ce qui est évidemment mal vécu par les Arakanais, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceux-ci vont alors se défendre en affirmant leur identité bouddhiste contre la minorité musulmane. C'est le début du processus de discrimination et d'exclusion des musulmans et plus précisément des Rohingyas. Alors cette discrimination va carrément être institutionnalisée, Catherine, par le pouvoir en 1982. Une loi attribue alors la citoyenneté birmane à certains groupes ethniques seulement, en fonction de leur ancienneté dans le pays. Considérés par les militaires comme des migrants bengalis, les Rohingyas sont exclus de la loi et deviennent donc apatrides. Ni birmans, ni bangladais. Commence alors pour cette population une longue série de déplacements forcés, portés par un sentiment anti-musulman croissant. Et dans les années 90, le mouvement bouddhiste extrémiste 969 sera le fer de lance du nationalisme birman et il va nourrir les fantasmes de la haine contre les Rohingyas et construira une véritable ségrégation à leur encontre. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur ce qu'ont traversé les Rohingyas ces 20 dernières années, je n'en ai pas le temps ici. Je terminerai en me focalisant de nouveau sur les mots, car la crise entre cette population et le gouvernement birman se joue aussi dans les termes utilisés. Rangoon refuse toujours d'employer le terme Rohingya, lui préférant celui de Bengali, une façon de renvoyer donc les Rohingyas à leurs origines soi-disant étrangères. Tout échange avec la communauté internationale, dès que le terme Rohingya est utilisé, est régulièrement menacé de boycott. Merci beaucoup Catherine de nous avoir éclairé sur ce mot de Rohingya. Et on peut dire à nos auditeurs qu'il y a une page consacrée donc à votre chronique, la chronique de l'autre, la fabrique de l'autre, que l'on peut trouver à l'intérieur de la page de la fabrique de l'histoire sur le site de France Culture, et ils auront tout intérêt à s'y rendre, comme d'ailleurs sur l'autre page, celle de la dernière séquence de cette émission d'aujourd'hui. C'était à la une. C'était à la une, c'est une émission en partenariat avec le site Rétro News de la Bibliothèque nationale de France et en hommage à la disparition de Daniel Darieux qui interprétait une des victimes de Landru dans le film de 1963, signé par, ça y est, son nom m'échappe, par, ça y est, Chabrol, voilà. Nous avons choisi de vous faire écouter la façon dont Colette, l'écrivain, racontait le procès Landru. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le matin, 8 novembre 1921. Voici Landru. C'est son entrée, et non celle des robes rouges et noires qui met un peu de gravité dans cette salle petite, dépourvue de majesté, où l'on parle haut et où on s'ennuie parce que la cour se fait attendre. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, 100 fois photographié, caricaturé, reconnu de tous, et différent pourtant de ceux que l'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crêpé, comme postiche. Mais cet homme maigre porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable qui nous rend tous circonspects. Un peu plus j'écrivais « déférent ». Une femme, tête nue, derrière moi, chuchote « il a vraiment l'air d'un monsieur ». Quel éloge. Un journaliste affirme que Landru a une barbe de préparateur en pharmacie. Un dessinateur dit « il est bien convenable ». On jurerait un chef de rayon à la soie. La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50 noms, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà protté. Séduisant, ce séducteur ? Correct, certainement. Faunesque, verlénien, comme on l'a décrit ? Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau, et peut couver l'intelligence, qui sait l'amour. Pour ce qui est de la face, sa ressemblance évidente avec l'ancien député Secaldi
Le Cécaldi de Caillot frappe et gêne un moment, puis on l'oublie. On l'oublie quand on a vu l'œil de Landru. Je cherche en vain dans cet œil profondément enchâssé une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit au fauve encagé. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. Si ce visage est frais, c'est qu'il a l'air, osseux mais normal, d'imiter parfaitement l'humanité, comme ces mannequins immobiles qui présentent les vêtements d'hommes aux vitrines. A-t-il tué? N'a-t-il pas tué? Nous ne sommes pas près de le savoir. Il écoute, il paraît écouter l'interminable acte d'accusation débité sur un ton de messe triste qui fond le courage de tous les auditeurs. J'observe sa respiration, elle est lente, égale. Il extrait de son par-dessus noisette des papiers qu'il lit et annote et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s'il n'a pas tué. Colette. Voilà pour cette dernière séquence de l'émission du jour. C'était à la une. Vous pouvez évidemment vous rendre sur le site Retro News pour lire l'intégralité de ce plaidoyer, ou plutôt ce reportage de Colette au procès Landru. Donc c'est sur le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Toutes les informations sur le site de France Culture à la page de la Fabrique de l'Histoire. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'histoire des jeunes filles. Oui, l'histoire des jeunes filles. Vous verrez ce dont il s'agit. Et donc, comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet